C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Soumana Boura, c'est le nom d'un des chefs du groupe État islamique au Sahel. Il a été tué par l'armée française dans la région de Tillabéri au Niger. Le djihadiste est l'un des auteurs de l'assassinat de 6 humanitaires français dans le parc de Kouré en août 2020. Les détails dans un instant. L'appel des rebelles tigréens à l'ONU, alors que leurs forces ont dû se replier face à l'armée gouvernementale. Les insurgés appellent les Nations Unies à s'impliquer dans un cessez-le-feu pour instaurer la paix et organiser le retour de l'aide humanitaire. Nous serons à New York avec notre correspondant Emmanuel Saint-Martin dans ce journal. Et à la fin de cette édition, nous irons en Côte d'Ivoire, où les prix ne cessent d'augmenter en raison de la crise sanitaire. Les Ivoiriens ont de plus en plus de mal à subvenir à leurs besoins, notamment en ces périodes de fête. Reportage à suivre. La liste des chefs djihadistes tués par l'armée française s'est allongée. Soumana Boura, membre du groupe État islamique au Sahel, a été tué par les forces françaises dans la région de Tillabéri au Niger. Il est impliqué dans l'assassinat de 6 humanitaires français dans le parc de Kouré en août 2020. Les précisions d'Ethan Hadji. C'est lors d'une frappe aérienne menée lundi par les forces françaises dans la région de Tillabéri que le djihadiste Soumana Boura a été tué. L'individu faisait partie du commando responsable de l'assassinat des 6 humanitaires français, ainsi que de leur guide et de leur chauffeur. C'était le 9 août 2020 au parc de Kouré, à une 60aine de kilomètres de la capitale nigérienne. Soumana Boura dirigeait un groupe de plusieurs dizaines de combattants dans l'ouest du Niger. Il a été éliminé par un tir de drone alors qu'il était seul sur une moto. Une unité française a été envoyée au sol pour fouiller la zone et identifier formellement le djihadiste. Un homme connu des autorités françaises et nigériennes pour être l'un des chefs du groupe État islamique au Sahel. Il avait, selon l'armée, filmé leur exécution avant de relayer la vidéo sur les réseaux sociaux. Sur ces images, le véhicule des travailleurs humanitaires incendié en plein milieu de la réserve avant que les assaillants ne prennent la fuite. Logisticiens, guetteurs, donneurs d'ordre intermédiaires, en tout 11 personnes soupçonnées d'avoir participé à cet assassinat ont été arrêtées ces derniers mois. Le chef de l'organisation terroriste, Adnan Abou Walid al-Sahraoui, commanditaire de l'opération, avait lui été abattu par l'armée française quelques jours plus tard dans la région des 3 frontières. Des éliminations de cadres djihadistes qui permettent selon l'état-major de lutter contre leur expansion dans cette zone, à l'heure où la France est en train de réorganiser et de réduire ses effectifs au Sahel. L'insurrection djihadiste qui touche une grande partie de la bande sahélienne, le Burkina Faso en paye un lourd tribut. Au-delà de l'insécurité, le terrorisme a des conséquences sur les populations. Les déplacés sont de plus en plus nombreux et ils sont confrontés à de graves pénuries alimentaires. Une situation quasi inédite pour ce pays d'agriculteurs où le nombre de personnes qui souffrent de la faim a plus que triplé depuis 2019. Laurent Berstécher. Portée par sa grand-mère, la petite Sakinatou Amadou passe un examen médical dans cette clinique au nord du Burkina Faso. À l'âge de 9 mois, c'est l'heure de sa première pesée. Quand sa mère est décédée, je l'ai emmenée à la clinique. Ils l'ont examinée et ils m'ont dit qu'elle était malade. Comme près d'un quart des enfants burkinabés, Sakinatou souffre de retard de croissance, conséquence d'une malnutrition chronique. Longtemps épargné par la famine, le Burkina Faso connaît depuis 2015 une vague de violences djihadistes qui mettent en péril sa sécurité alimentaire. Parmi le 1,5 million de personnes déplacées par le conflit, de nombreux agriculteurs ont dû abandonner leurs terres et leur bétail. Alors que la pénurie menace, ce directeur d'école fait tout pour assurer un repas par jour à ses élèves. Cette année, nous avons reçu 144 élèves déplacés, venant des zones vraiment à défi sécuritaire très élevé. D'abord, c'est des enfants vraiment traumatisés que nous avons reçus. Ils voient qu'à midi, par exemple, ils ont un repas qu'ils partagent avec les gens. Ça facilite déjà l'intégration. Et quand vous observez ces enfants-là manger avec leurs camarades, il n'y a rien de tel. Vous les sentez soulagés. L'école a également aménagé un potager où les enfants peuvent cultiver leurs propres légumes et les ramener chez eux. Un semblant de sécurité et de stabilité dans une région où 5,5 millions de personnes sont en situation de pénurie alimentaire.
L'espoir d'un cessez-le-feu en Éthiopie, un espoir qui vient du camp des rebelles tigréens. Leurs forces ont dû reculer face à l'offensive gouvernementale. Les insurgés ont complètement quitté les territoires qu'ils occupaient dans les deux provinces voisines, Afar et Amhara. Elles se disent prêtes, ces forces, à négocier la paix avec Addis Abeba et elles en appellent aux Nations Unies. Nous partons tout de suite à New York retrouver notre correspondant Emmanuel Saint-Martin. Emmanuel, bonsoir. Les rebelles tigréens proposent à l'ONU de mettre en place un cessez-le-feu. Est-ce que cet appel a été entendu ? Écoutez, pour l'instant, ici, du côté de l'ONU, c'est une certaine, disons, discrétion qui domine sur le sujet. Alors, le Conseil de sécurité, lors d'une réunion hier à huis clos, a abordé la question, mais sans qu'il y ait aucune déclaration publique. Le secrétaire général de l'ONU, lui, est à peu près aussi silencieux sur ce sujet précis de l'appel à l'ONU de la part des rebelles tigréens. La raison, c'est tout simplement que du côté des diplomates ici des Nations Unies, eh bien, on veut laisser le champ libre à l'Union africaine qui a la main finalement sur les négociations. On nous dit de sources diplomatiques au Conseil de sécurité que chacun a répété son soutien à Obasanjo, l'ancien président nigérien qui est l'envoyé spécial de l'Union africaine dans la Corne de l'Afrique et qui mène ces négociations finalement au nom de l'Union africaine. Et ce qu'on nous dit finalement à mi-mot, c'est que pourquoi vouloir mêler le Conseil de sécurité, les grandes puissances à ces affaires alors qu'il y a quelque chose qui est en train de se dérouler. On veut simplement répéter son soutien à l'Union africaine sur cette question-là, attendre de voir ce qui se passe plutôt que de faire intervenir les Nations Unies et le Conseil de sécurité en ce moment, au risque finalement de faire tout dérailler. C'est ce qu'on nous dit. Donc on attend de voir ici plutôt côté Nations Unies face à ce processus en cours de négociation. Alors la deuxième étape, Emmanuel, serait un retour de l'aide humanitaire dans cette zone qui vit une véritable catastrophe. Oui, c'est ce sur quoi on insiste ici côté Nations Unies, c'est la priorité numéro 1 évidemment parce qu'il y a encore très peu d'accès en raison des conditions sécuritaires alors qu'ils ont certes changé depuis que les forces tigréennes ont annoncé ce repli sur finalement leur région d'origine, mais encore depuis la semaine dernière il n'y a eu quasiment pas d'accès de convois humanitaires, de camions humanitaires qui ont pu atteindre la région. Or on sait que c'est à peu près le seul moyen de subsistance pour de très très nombreuses familles localement. Donc c'est évidemment la grande sécurité que le secrétaire général, par la voix de son porte-parole, a à nouveau réitéré aujourd'hui en demandant à chacun de laisser accès, à toutes les parties, de laisser accès humanitaire à ces populations, à ces régions. Mais évidemment, les deux sont liés, l'accès humanitaire, les négociations en cours, et c'est sans doute la première qui permettra, comme vous l'avez dit, de débloquer la deuxième. Et ça reste évidemment l'inquiétude numéro 1 ici aux Nations Unies, à New York, face à ce qui se passe sur le terrain. Merci beaucoup Emmanuel Saint-Martin, notre correspondant à New York. Le dialogue entre pouvoir et opposition en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a envoyé une lettre aux formations politiques tard dans la nuit pour annoncer un report des débats. Les discussions devraient reprendre après les fêtes de Noël. Le Premier ministre Patrick Hachi avait appelé l'opposition à maintenir le climat social apaisé qui règne actuellement en Côte d'Ivoire, marqué par des violences électorales de la présidentielle d'octobre 2020, des violences qui avaient fait 85 morts et 500 blessés. Et justement, plus d'un an après la présidentielle en Côte d'Ivoire, ce n'est pas tant les divergences politiques qui préoccupent la population, c'est plus le coût de la vie. Le gouvernement a récemment pris des mesures pour limiter la flambée des prix des produits de première nécessité en hausse depuis le début de la pandémie. À l'approche des fêtes de fin d'année, les Ivoiriens ont encore plus de mal à subvenir à leurs besoins. Reportage d'Anan Ferjani et Damien Kofi. Midi, près du marché Koweït de Yopougon, comme tous les jours, les rues fourmillent de monde. À quelques jours de Noël, Flora vient faire le point sur les prix. Malgré son rythme de travail soutenu de masseuse à son compte, elle a de plus en plus de mal à subvenir aux besoins de sa famille. Je vais faire la sauce aubergine. C'est un peu moins cher pour moi. Ça peut me suffire pour ma famille. Moi, je donne aubergine. C'est un repas, c'est pour le soir seulement. Le constat de l'augmentation générale des prix, les commerçants le font aussi. Cette vendeuse n'a pratiquement rien écoulé de son étal de viande. Quand ils parlent, on dit non, que c'est les taxes qui ont augmenté. C'est ce qu'ils disent.
Faire son marché au jour le jour ou même sacrifier un repas quotidien, c'est la réalité de plus en plus d'Ivoiriens. Tellement quand j'ai revu encore faire le marché, c'est vraiment dur. Moi, je suis veuve. J'ai tout le temps 2 enfants. Comment je vais faire? Selon l'Institut national de la statistique, de 2020 à 2021, certains produits comme la viande ou le poisson ont connu une envolée dépassant les 10%. Ces derniers mois, les autorités ont promis un contrôle des prix des produits de première nécessité. Mais le gouvernement assure que cette hausse est avant tout liée à la spéculation à laquelle s'adonnent certains commerçants. Face à une pression croissante sur les ménages, des organisations multiplient les collectes de nourriture à l'approche des fêtes, comme dans ce quartier populaire où des kits alimentaires sont distribués à une centaine de familles. Notre souhait, c'est qu'elles puissent passer ces festivités-là dans de très bonnes conditions. Il faudrait qu'il y ait un accès à l'alimentation, un accès à tous. Les quelques familles sélectionnées aujourd'hui devraient pouvoir se nourrir pendant au moins quelques jours, un répit bien mérité juste avant Noël. Pas d'inquiétude pour les fans du football africain, malgré des rumeurs insistantes de report ou d'annulation en raison du Covid-19. La Confédération africaine de football a confirmé que la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, se tiendrait comme prévu au Cameroun du 9 janvier au 6 février prochain. On part à présent en République du Congo, où le gouvernement a lancé une campagne de vaccination pour lutter contre le Covid-19 mi-octobre. Un pass sanitaire a également été mis en place pour encourager les Congolais à se vacciner. Résultat, 10% de la population est désormais complètement vaccinée. C'est beaucoup plus que dans certains pays voisins. Mais à Brazzaville, les résistances restent encore fortes. Reportage de Rosie Piot, notre correspondante. Marcel est venu récupérer son pass sanitaire après s'être fait vacciner dans ce centre ambulatoire. Une décision prise après un long moment de réflexion. J'avais également hésité parce que je n'avais pas trop d'informations. Après, par la suite, je me suis rendu compte que c'était pas dangereux. Je suis venue me faire vacciner. La présentation du pass sanitaire est désormais obligatoire en République du Congo pour accéder aux banques et aux administrations publiques. Une mesure difficile à accepter pour certains Congolais. Les mesures qui ont été prises, notamment sur la prise en otage des fonctionnaires, au niveau des salaires, la vaccination devenant ainsi la condition sine qua non pour avoir accès à son salaire. Et sachant ce que représente un salaire pour une famille congolaise, je me suis dit que je n'avais pas d'autre choix à faire, ce n'est que de me faire vacciner. Dans les transports en commun, les passes sanitaires est également obligatoire et le nombre de passagers est limité. Une personne par banc dans chaque bus ou minibus. Mais sur les terrains, les contrôles sont rares. Les mesures ne marchent pas. Une personne par banc, c'est impossible. Il faut que le gouvernement nous permette à nouveau de prendre au moins 2 personnes par banc dans les bus. Face à l'arrivée d'une 3e vague de Covid en octobre dernier, le gouvernement avait mis en place plusieurs mesures pour lutter contre les virus, dont le pass sanitaire, mais aussi le renforcement du contrôle des mesures barrières. Aujourd'hui, les autorités sont satisfaites des résultats. On a vacciné plus de personnes en 45 jours que dans les 7 mois qui ont précédé. Mais les gens gardent le choix. Si vous voulez ne pas vous vacciner, eh bien vous serez obligé pour accéder à ces administrations de vous faire dépister. C'est cela le pass sanitaire. Selon les chiffres officiels, 10% de la population est désormais totalement vaccinée, contre moins de 5% en octobre. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants à la suite de l'information avec Ashran Verdian. Dès notre nomination à la tête de la commission de l'UEMOA, en relation avec les commissaires, nous nous sommes tout de suite attelés à la mise en place d'une feuille de route appelée CAP 2025 et déclinée en 3 axes: la convergence économique qu'il faut renforcer, l'amélioration des interventions de la commission. Le 3e axe porte sur la gouvernance institutionnelle de la commission. Ces axes, bien sûr, sont déclinés en actions phares. Nous avons des actions phares qui sont relatives à la libre pratique dans l'Union. Nous avons des actions phares qui portent sur le renforcement de la concurrence au niveau de l'Union. Nous avons des actions phares qui sont également relatives à la gestion de la question de la paix et de la sécurité, sur le développement
de pôles industriels, on en a besoin pour les enjeux de croissance, relative aussi au développement de l'offre énergétique, à la gestion des pandémies. Évidemment, le monde ne s'arrête pas à ces 23 actions phares. Beaucoup d'autres actions seront menées au niveau de la Commission pour aider, en tout cas, à atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Vous allez voir et écouter le temps qu'il fait avec Écoutez voir. Écoutez voir, optique et audition mutualiste.